Les industriels du médicament, ils parlent d'une niche. C'est-à-dire qu'ils se mettent au début dans un secteur extrêmement précis, étroit, bien délimité. Des gens atteints d'une pathologie lourde, où on dit vraiment là, effectivement, ne pas leur donner de médicaments, c'est scandaleux. Parce que regardez ces gens, ils souffrent, ils font souffrir leur famille. Et donc c'est une catastrophe si on ne les soigne pas. Donc vous partez avec une niche très précise. Et une fois que vous êtes dans cette niche, après toute la stratégie marketing, au fil des ans, va consister à élargir la niche. C'est-à-dire progressivement à faire reculer les frontières du trouble que vous aviez défini. Et ça, en psychologie, vous pouvez toujours le faire. Parce que si vous prenez une maladie organique, comme les gens qui ont le sida, ben là, ils ont le sida ou ils ne l'ont pas. Mais en psychologie, on est dans des continuums permanents. Donc les frontières sont toujours des frontières discutables. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? À partir de quel moment un enfant est hyperactif, il doit prendre des médicaments? À partir de quel moment il est déprimé, il doit prendre des médicaments? Petit à petit, il faut bien savoir qu'on part dans un domaine où on n'aura pas de frontières fixes. C'est comme ça que de nombreux enfants simplement agités au départ ont été étiquetés hyperactifs. Nous sommes à Marseille. Bénédicte Beaupère est médecin pour un laboratoire pharmaceutique qui vient de lancer un nouveau médicament. Ce jour-là, elle organise une réunion d'information sur l'hyperactivité. Je vous propose un peu de lecture en attendant tout le monde. Elle a invité une 60aine d'enseignants des écoles maternelles et primaires de la région. Des écoles privées, mais sous contrat avec l'éducation nationale. Attentionnel avec l'hyperactivité. En attendant tout le monde, je vous propose un... Avant de commencer, Bénédicte Beaupère distribue une plaquette sur le trouble de l'hyperactivité. Elle ne va pas citer le nom du médicament. Officiellement, il s'agit d'information, pas de publicité. Une toute petite plaquette, un peu de lecture. L'autre partie du travail, c'est de dire la pathologie dont on vous parle, elle existe vraiment et vous devez apprendre à la dépister chez les gens. Parce que vous avez des gens, vous rencontrez des gens qui souffrent de cette maladie et vous n'êtes pas capable de le voir. Donc on va vous former. Et là, évidemment, c'est tout notre effort, qui là est un effort qui apparaît comme un effort désintéressé. Où là, on va simplement distribuer du matériel général. Donc vous distribuez, voilà, vous allez distribuer des plaquettes, des bandes dessinées pour les parents. Vous vous posez un peu la question, pourquoi moi, docteur Bénédicte Beaupère, médecin régional d'un laboratoire pharmaceutique, prend le temps de venir vous parler de ce sujet, le déficit attentionnel avec hyperactivité. Pourquoi ce laboratoire donc vient voir des gens comme vous, les instituteurs? Eh bien parce que nous considérons que nous sommes des partenaires, que nous faisons partie des membres de la santé publique et que nous sommes un laboratoire responsable et que nous devons de diffuser l'information pour que cette pathologie soit le mieux connue. Le marketing pharmaceutique travaille à créer à la fois l'offre et la demande. Et c'est très fort. C'est-à-dire qu'on crée à la fois, si la demande n'existe pas, eh bien on va la créer, la demande, en disant aux gens, mais votre enfant, hein, vous aviez un problème là, parce qu'il ne suit pas à l'école, il a des problèmes, il est agressif avec l'instituteur. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il a un trouble mental et qu'on peut soigner ce trouble mental. Donc c'est une pathologie. On ne parlera pas de médicaments là, mais allez voir votre psychiatre, parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Et le médecin, de son côté, aura eu toute une campagne avec les termes. Si on vient vous voir pour vous dire telle et telle chose, sachez qu'à ce moment-là, il y a un médicament qui va permettre, docteur, que vous répondiez à la demande des patients. Donc vous voyez, il faut faire, pour faire du bon marketing pharmaceutique aujourd'hui, il faut faire à la fois vendre le produit en direction des médecins, d'un côté, et de l'autre côté, il faut organiser la demande en direction des instituteurs, des médecins scolaires, de tous ceux qui sont en contact avec les enfants et les adolescents. Au niveau de l'enfant, il existe alors D'ailleurs, l'intervention d'un psychiatre indépendant, même s'il est très prudent, cautionne le discours du laboratoire. On a maintenant beaucoup d'études qui démontrent l'efficacité du traitement. C'est un traitement très très efficace. J'insiste sur ce point dans la mesure où on ne doit pas résumer l'hyperactivité à psychostimulant. Moi, la plupart des enfants que j'ai en prise en charge n'ont pas de psychostimulant parce qu'on peut faire plein d'autres choses qui sont aussi efficaces. C'est un outil qu'on garde en main lorsqu'on est vraiment dans une impasse. Ça ne vous pose pas de problème, vous d'être là aujourd'hui avec un laboratoire? Est-ce que c'est gênant quand on est médecin? Non, pas particulièrement, non, dans la mesure où ça se fait aussi avec d'autres partenaires comme l'éducation nationale, l'UFM. Je pense qu'à partir du moment où on donne l'information, il n'y a pas de... Vous n'étiez pas tenu, le fait de travailler, enfin de collaborer avec eux, vous n'étiez pas tenu de parler du médicament? Non, pas du tout. Pas du tout, j'en ai très peu parlé d'ailleurs. Pas parlé même? Non, pas du tout. Oui, donc c'est pas, on ne demande rien. Non, moi ce qui m'a intéressé c'est de pouvoir m'adresser à autant d'instituteurs à la fois et de donner une information, je crois que c'est important. Ça fait partie pour vous du métier, le médecin? Ben, je pense, oui.
bonne information. Les enseignants ne sont pas surpris par la démarche. Auprès d'eux, le discours du laboratoire passe bien. Moi, je ne me suis pas sentie formée. Non, puis c'est nouveau quand même comme phénomène aussi. Il faut le voir. C'est normal que c'est un laboratoire qui passe une information comme ça. Je dis que c'est bien. C'est que chaque personne y trouve son compte, bien sûr. Et ça permet pour moi dans l'avenir, si je retrouve un enfant hyperactif dans une classe, de peut-être mieux me sentir dans ma classe par rapport aux autres enfants, par rapport à l'enfant, par rapport à la famille, aux collègues, etc. Mission accomplie pour le laboratoire. Désormais, les institutrices sauront reconnaître un enfant hyperactif. Le docteur Beaupère a maintenant rendez-vous au rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille, car le laboratoire fait aussi de l'information auprès des médecins scolaires. Notre prochaine mission, là, c'est d'aller rencontrer le docteur du médecin scolaire. Et justement, c'est pour voir quel type de partenariat on peut mettre avec eux pour qu'on puisse les aider dans la formation. Pourquoi je vais lui parler de médicaments? Parce qu'elle a besoin d'être au fait des prescriptions, de savoir ce qui se passe, pour avoir un regard éclairé justement sur la prise en charge de ses patients. Un médecin scolaire peut prescrire? Non, il ne prescrit pas. Mais c'est un médecin et il a besoin d'une information. Donc c'est pas une personne du grand public, c'est une personne qui est concernée au premier chef par le problème. Je pense qu'on est avant tout aussi, on a un rôle en santé publique, on a une mission, on a un rôle d'information auprès de tous les gens concernés sur une pathologie. Nous n'assisterons pas à la réunion. Le rectorat ne nous a pas autorisés à filmer l'entretien. Si le laboratoire mise autant sur l'école, c'est qu'il a besoin de la collaboration des enseignants. En effet, la plupart du temps, pour poser le diagnostic de l'hyperactivité, le médecin envoie à l'instituteur de l'enfant un questionnaire appelé le test de Conners. Un test d'évaluation pour connaître l'intensité du trouble. L'enseignant doit répondre à une 50aine de questions comme celle-ci. L'enfant a-t-il des amis? A-t-il peur des gens? Est-il mesquin ou rancunier? Est-il irritable? Répondre à ce type de questionnaire, est-ce vraiment la mission de l'école? Nous avons posé la question à la chargée de l'intégration scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Je suis personnellement très réservée, et pas seulement à titre personnel, mais au titre de l'administration. L'école n'est pas là pour poser des diagnostics. Et là, je crois qu'il faut être clair. Le rôle d'un enseignant n'est pas de poser un diagnostic, ni même, je dirais, dans un contexte de cet ordre, d'y contribuer. Une maîtresse n'est pas, ou un maître, d'ailleurs, même si la profession est très féminisée, elle n'a pas, à l'égard de cet enfant, à se prononcer sur d'autres éléments que ceux qu'elle va donner à sa famille, à ses parents, sur ses résultats scolaires, son comportement en classe. Donc la procédure est gênante, la procédure est problématique. Elle est de nature à induire des difficultés entre l'enfant et son enseignant. L'enfant peut, à certains égards, se sentir un peu trahi par cet enseignant qui dit de lui quelque chose qui fait partie de sa personnalité. Les échelles de Conners, à mon avis, font totalement sortir l'école de sa fonction, puisqu'elles sont une cotation d'un symptôme. Elles transforment l'institutrice en cotateur d'un symptôme de l'enfant. Pour moi, c'est quelque part inadmissible. Et c'est inadmissible qu'on se soit lancé là-dedans sans même avoir réfléchi ensemble. Plus choquant encore, certains enseignants vont jusqu'à s'adresser directement aux médecins, sans passer par les parents. Il arrive parfois que l'école demande une consultation, quelques instituts demandent carrément même le traitement. On veut que cet enfant soit traité. Ah, vous l'avez entendu? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et donc là mon rôle c'est d'expliquer que les choses ne sont pas aussi simples, que j'ai un métier, qu'il sert à quelque chose et que c'est pas effectivement l'institut à poser des indications, poser des diagnostics et le traitement. Une dérive inquiétante, mais en France, ces cas sont pour l'instant exceptionnels. Aux États-Unis, en revanche, le phénomène est devenu banal. Le trouble de l'hyperactivité est apparu ici il y a 20 ans, en même temps qu'un médicament pour le soigner. Les derniers chiffres publiés sont impressionnants. 3 millions d'enfants américains prennent un psychostimulant. Des chiffres qui ont été multipliés par 2 en 8 ans. Les enfants américains sont-ils devenus des robots drogués? La société américaine est-elle allée trop loin? Nous sommes allés à Millbrook, un village à 100 km au nord de New York. Ici vit la famille Withers. Patricia, la mère, fait la classe elle-même à ses enfants. Son fils Brett n'est jamais allé à l'école.
Patricia a totalement perdu confiance dans l'école publique américaine depuis que son autre garçon, son fils aîné, en a été exclu. Je suis son professeur parce qu'avec ma mauvaise expérience de l'école américaine, je ne veux plus le mettre à l'école. Je ne veux pas retourner dans une école publique à cause de ce qui s'est passé avec mon fils aîné. Je ne me sens pas en sécurité dans l'école. Je ne pense pas que cela soit un endroit sûr pour les enfants. Des mots très durs, mais Patricia a beaucoup souffert. Son fils aîné, c'est ce garçon, Michael. C'est vers l'âge de 6 ans que les problèmes ont commencé. La maîtresse de Michael signale à Patricia que son fils fait mal ses devoirs en classe, qu'il ne tient pas en place sur sa chaise, qu'il est sûrement hyperactif. J'ai été convoquée à l'école plusieurs fois et ce qui s'est passé, c'est que son institutrice du cours préparatoire lui a fait passer elle-même les tests pour diagnostiquer l'hyperactivité chez les garçons. Puis c'est l'école qui a envoyé ces tests à mon pédiatre. Quand on est allé le voir, il m'a dit que Michael avait le trouble de l'hyperactivité avec déficit d'attention et il lui a prescrit de la Ritaline. J'ai dit au pédiatre, vous savez, je ne veux pas lui donner de médicaments. C'est contre mes principes. Mais il m'a répondu, si vous ne le faites pas, je veillerai moi-même à ce qu'il soit mis dans une école spécialisée. C'est-à-dire en fait une école de très bas niveau. Alors sous la pression de l'école, Patricia est obligée de donner des médicaments à son fils. Mais le traitement classique contre l'hyperactivité ne semble pas convenir à l'équipe enseignante. Selon eux, Michael est toujours insupportable en classe. L'école insiste pour que Michael consulte un psychiatre qui lui prescrit en plus un antidépresseur. Mais rapidement, trop d'effets secondaires surgissent et Patricia décide de stopper tous les traitements. L'école n'a pas apprécié ma décision d'arrêter les traitements. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour Michael et ils ont donc décidé de le renvoyer de l'école. Et puis les services sociaux sont venus frapper à ma porte. Oui, à ma porte. Ils m'ont dit, l'école vous accuse de ne pas donner les médicaments nécessaires à votre fils. En réalité, les services sociaux étaient venus pour prendre mon fils et le mettre dans cette institution spécialisée. C'est effrayant. C'est tragique. Pendant 5 ans, Patricia s'occupe seule de son fils aîné. Aujourd'hui, il va bien. Il a repris une scolarité normale. Patricia ne s'est pas arrêtée là. Elle a créé une association, Able Child, dont le but est d'alerter les parents sur cette situation. Car elle n'est pas la seule à avoir reçu des pressions de la part de l'école pour mettre les enfants sous médicaments. Avec son association, Patricia veut faire adopter une nouvelle loi pour que les écoles ne puissent plus obliger leurs élèves à prendre des médicaments. En septembre 2002, elle a même témoigné devant le Congrès à Washington. J'espère que vous allez réaliser ce qui se passe dans ce pays et que des mesures seront prises afin de préserver les droits des parents. Alan Milstein est l'avocat de Patricia. Ils ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Alan Milstein est un spécialiste des combats contre les industries pharmaceutiques. Il a même eu droit à la une du Washington Post magazine. Aujourd'hui, son nouveau cheval de bataille, remettre en cause le diagnostic même de l'hyperactivité. Voilà ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ils sont en train de droguer des enfants qui, il y a 20 ans, étaient des filles et des garçons normaux. Des enfants parfois intéressés par l'école et parfois non. Des enfants parfois simplement assis tranquillement et parfois agités. Et ils veulent aujourd'hui rendre ces enfants parfaits. Je pense que je vais gagner ce procès car la loi est avec moi et les faits sont avec moi. Je pense que si vous demandez à n'importe quel parent si c'est normal que l'école décide comment l'enfant doit être soigné, la plupart des parents vous répondront que ce n'est pas le rôle de l'école d'être médecin, psychologue ou pharmacien.